Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Oh oui, bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Star Trek Anime. Pas du tout. Ah, Trek Analyse. de Trek Analyse. Analysons la série animée de Star Trek, la série originale. Salut Sean, ça va? Hello, ça va? Sean, tu es encore plus décalé que nous habituellement puisque nous avons un décalage horaire exponentiel cette fois. C'est pas du tout le bon mot, mais ça va, tu es en tout début d'après-midi. Nous, Le décalage horaire n'est pas exponentiel. Il n'est pas exponentiel, il est encore plus écarté qu'habituellement. Nous n'enregistrons donc pas à l'heure habituelle, donc il se peut que vous entendiez du bruit derrière moi. Ce n'est pas grave, c'est ma famille, ce sont des êtres humains, ils ont droit d'existence. Salut Thierry, ça va? Ça va très bien, très bien. J'en profite pour dire que si Rémi ne loupe pas son intro, c'est pas un vrai épisode de Trek Analyse. C'est pas un vrai épisode. 3 ans d'existence, 3 ans de ratance. Non, pas 3 ans, 2 ans d'existence. Et nous avons une invitée. Encore une fois, c'est la saison de toutes les folies. Nous recevons cette fois Marguerite, que vous avez pu voir dans nos commentaires à plusieurs fois. On l'a citée sous le pseudo Chez l'Aventurier des Rêves. Bonsoir Marguerite, comment vas-tu déjà avant tout? Bonsoir, je vais très bien. Je suis très contente d'être là. On t'a fait venir parce que on trouve tes commentaires très pertinents et du coup on s'est dit tiens allez soyons fous, on l'invite et pour une fois qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose de pertinent, c'est ça que tu dis? Ne sois pas pour les autres. Non, tout va bien. Nos commentaires sont toujours bienveillants, et, même quand ils sont pas d'accord avec nous. Thierry, tu voulais la présenter? Ah, moi? Oui, parce qu'il se trouve que je connaissais Marguerite, effectivement. On s'était rencontrés en convention aux Intergalactiques. C'était, je sais plus en quelle année, par contre, ça fait longtemps, on va dire. Oui, je l'ai couru après. Ouais, on était au Salon du Livre, et donc, parce que Marguerite est autrice, et donc elle présentait un recueil de nouvelles dans laquelle elle publie une nouvelle. Et moi, j'étais là avec ma compagne, on était tous les deux en costume de Star Trek. Et donc Marguerite étant une grande fan de Star Trek, et à l'époque, c'était avant l'existence du Star Trek Friends Club, donc des gens en costume Star Trek en convention, on en croisait pratiquement jamais. Et on était là. En plus, c'est marrant parce que les Intergalactiques, c'est pas une convention classique, donc en fait, il y a beaucoup moins de gens en cosplay que dans les autres conventions. Donc non seulement on était les seuls en cosplay Star Trek, mais on faisait partie des rares à être en cosplay tout court. Et voilà, et donc on s'est rencontrés comme ça, et puis on a sympathisé. Ouais, Marguerite, tu étais dans cette tenue ce jour-là? Non, j'étais pas comme ça. Non, j'étais juste normale en civil. En fait, j'ai vraiment fait du cosplay après. À l'époque, je faisais pas encore du cosplay. Parce que là, j'ai fêté mes 10 ans de cosplay, donc oui, c'était il y a à peu près 10 ans. Et voilà, oui, je fais du cosplay, et Base No Good, c'est un de mes préférés. C'est bien moi, hein. Malgré les postiches et tout, c'est moi. Tout fait main, parce qu'en fait, j'adore faire aussi bien des armures, du tissu, ou voilà, là, de la fausse barbe. Donc, c'est des poils que j'ai cousus un par un. C'est de la laine. Voilà, okay. Donc, ouais, c'était du boulot. Bravo. Et donc, si on veut suivre un peu tes actualités cosplay, etc., où est-ce qu'il faudrait aller? Alors, c'est surtout sur Instagram. Marguerite.cosplay, tout simplement. Après, je suis aussi un peu sur Facebook. Et puisque j'ai ma boutique, en fait, j'ai plusieurs casquettes, et j'ai aussi ma boutique en ligne, puisque je fais aussi des illustrations et à partir de là, je décore des objets. Enfin, j'aime tout ce qui est fait main, de toute façon, j'adore. Donc, je fais ce genre de choses. Donc, c'est des carnets avec un de mes dessins, et puis je rajoute... Attends. Hop. Non, voilà. C'est pas ça, c'est ça. Hop. Voilà. Oula, c'est flou. Voilà, je fais ce genre de choses que j'aime bien décorer. Wow. Donc, c'est mettre en valeur mes dessins, donc des carnets, des marque-pages fait main aussi. Enfin, voilà, j'aime bien. Et derrière, vous voyez, la tête de perruque, c'est aussi moi qui l'a fait en ce moment. C'est pour mon prochain cosplay, donc j'arrête pas, en fait. Qu'est-ce que c'est? Tu pars sur quoi? Ça, c'est un dragon personnifié. C'est dans Dragon Prince, la reine dragon. Ok, voilà. D'accord. Bah écoutez, nous, on n'a pas de Patreon.
Donc, si vous voulez soutenir Marguerite, au lieu de soutenir Trek Analyse, allez la voir et allez lui acheter un petit carnet. Ou un marque-page. Et faut dire aussi, alors je sais pas si tu comptais en parler, mais à une époque, tu tenais un blog qui existe encore, et qui n'a pas été mis à jour depuis quelques années. Ouais. Et Oui, tu avais fait une série d'articles sur Star Trek dessus. Tout à fait. C'était vachement bien. Merci. Si, on peut y retrouver. À la base, j'avais fait un guide Star Trek parce que c'était à l'époque, je crois que ça devait être à la sortie du premier reboot, donc genre 2009-2010. J'avais fait une série d'articles justement pour présenter à ceux qui découvraient Star Trek, de dire bah oui, en fait, c'est super vieux et c'est beaucoup plus intéressant avant. Donc là, donc voilà, j'avais fait une série d'articles là-dessus. Pour un peu les inciter à découvrir Star Trek autrement. Et puis j'ai arrêté, hein, c'est pas du tout actualisé. Et puis j'avais fait quelques critiques de TNG notamment. Je me rappelle avoir fait des critiques de la saison 3 de TNG. Ouais. Donc c'est toujours sur mon blog. Après, faut fouiller. Mais il y a une catégorie Star Trek, donc il y a quelques La fameuse saison 3 de TNG qui est considérée par certains et certaines comme le vrai démarrage de la série et la meilleure. Hein, il y avait plein de bons épisodes. Ouais. Il y avait plein de bons épisodes, plein de choses à dire. Très data-centré, il me semble. Pas que. Moi, j'ai bien aimé, par exemple, Les Hautes Terres avec Beverly, et qui, pourtant, c'est pas un personnage du tout que j'aime à la base, mais justement, qui parlait du terrorisme, et c'était vachement chouette. Enfin, c'est toujours valable, quoi. C'est toujours valable, et c'était vachement intéressant. Voilà. Ok. Mais ce soir, on va pas parler de TNG, on va pas parler de Star Trek 2009, rassurez-vous. Non, on va évidemment parler de ça, de la série animée, parce que ça y est, j'ai ramené mon matériel et j'ai oublié de vous montrer, enfin c'est pas que j'ai oublié, c'est que je n'ai pas pu vous montrer les semaines précédentes, les très jolies affiches qui ont été faites pour le coffret Blu-ray que j'ai caché. Donc ça, c'était l'affiche pour More Troubles, donc il y a 2 semaines, deux émissions. The Survivor, regardez-moi ça, cette beauté. Wow. Minimalisme, c'est très bien. Et cette semaine, nous allons parler de The Infinite Vulcan, qui en français, Sean, s'appelle... Ouais, je sais. Ah, le Vulcain de l'infini. Presque. L'éternel Vulcain. Ah. Moi, ils n'ont pas appelé Spock 2. Ouais. Non, c'est les Mégas tout. C'est pour le prochain épisode, ça. Je suis désolé, j'ai oublié de le noter, la date de diffusion première de cet épisode. Donc, si quelqu'un peut aller voir très vite fait sur Alpha, Oméga, je sais plus quoi. Mais il se déroule à la date du 55554.4. C'est une date toute particulière. Et il est scénarisé par Thierry. Alors, il est sorti le 20 octobre 1973 et il a été scénarisé par Walter Koenig. Voilà, donc effectivement, il n'a pas pu avoir de rôle dans la série animée parce qu'il n'y avait pas assez de budget. On rappelle que déjà, normalement, il n'y aurait pas dû y avoir Michelle Nichols et j'ai perdu son nom. Il a une voix magnifique et il s'appelle... Douane. J'y suis plus. Non, c'est pas... Comment? Qui joue Sulu. C'est grave que je perde son nom. George Takei. George Takei, voilà. Et qu'ils n'ont été recrutés que parce que Leonard Nimoy avait mis la pression pour qu'ils y soient. Parce que mais pas parlé à la première émission. Il estimait que c'était eux qui représentaient la diversité dans Star Trek et que donc c'était primordial qu'ils soient dedans. Et donc déjà, normalement, il n'y aurait déjà pas dû avoir le budget pour eux. Et donc, du coup, le pauvre Walter Koenig, il n'a pas eu de rôle, parce qu'il en fallait bien un qui n'en ait pas. Mais du coup, il s'est mis à l'écriture dès la fin de la série originale. Et puis, son agent, je ne sais plus qui c'était, mais a lu un de ses scripts pour Star Trek et l'a envoyé à Gene Roddenberry parce qu'il trouvait que ce serait très bien. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait d'autre, Walter Koenig? Est-ce qu'il a été scénariste pour d'autres séries, d'autres trucs? Je sais qu'il a scénarisé un épisode d'une autre série, mais alors je sais pas laquelle.
Il n'avait pas écrit un truc pour Shatner, justement? Je sais Il me pas. semble avoir vu ça quelque part. Bon, peut-être que je me trompe. Mais bon. Et du coup, par contre, comme il a été engagé pour scénariser un épisode, donc celui-là, ben, il a essayé d'en profiter pour mettre Tchekhov dedans, dans le scénario. Mais ils lui ont dit non, il n'y a pas assez de budget pour ça, donc non. Mais c'est pour ça que Soulou... Ça, c'est... Soulou, en fait, a clairement le rôle d'un Tchekhov. Ouais. Ok. Oui, on voit bien que Soulou est mis en avant dans cet épisode. Hein. Mis en avant, mais vous allez voir, j'ai quelques trucs à dire là-dessus. Tu nous lis le journal de bord, Thierry? Allez. Journal du capitaine, date stellaire 5554.4. L'Enterprise est chargée d'explorer une nouvelle planète récemment découverte à la périphérie de la galaxie. Voilà, c'était Ah, c'est tout. Stade numéro 1. Nous retrouvons donc l'Enterprise en train d'analyser une nouvelle planète découverte tout récemment. Sur place et dans des décors magnifiques que Thierry nous a screenés, Kirk, Spock, Bones et Soulou, oui, commentent leur analyse comme étant très étrange, notamment ce qui vient d'un certain bâtiment un petit peu plus loin. Soulou découvre une très étrange plante qui gigote toute seule. Elle est totalement mobile, se déracine et se réenracine à volonté. Mais pas le temps de s'émerveiller, Spock capte un scan dans leur direction. Le groupe va voir de quoi il en retourne pendant que Soulou reste sur place. Ce crétin nous fait une Alien Covenant en prenant la plante dans les mains qui le pique. Le pauvre. Non, pour le coup, alors ça n'a pas énormément de conséquences dans l'épisode, mais c'est vraiment nul, quoi. Vraiment. Oh là là, il y a un truc bizarre. Et si je le prenais dans mes mains? Mais pourquoi? Mais enfin, Soulou. Après, perso, j'ai beaucoup aimé la plante. Ah oui. J'ai beaucoup aimé le côté de la petite plante mobile. Là, c'est un mélange de tribble et d'araignée. Je pense que c'est un tribble qui a mangé une araignée. J'aime beaucoup. Mais ça reste une plante, hein, ça reste un végétal. Et ça rappelle un peu les plantes grimpantes de la Terre qui se déplacent, qui suivent le soleil. Bon, leurs racines restent au même endroit, mais il y a une petite idée comme ça que je trouve assez cool. Ouais, on dirait un espèce d'oursin qui se balade, quoi. Ouais. Violet. Soulou, dans la série originale, est un botaniste, il me semble. Il me semble qu'il gère une espèce de plante rose que c'est genre une main, là. Oui, c'est Gertrude. Oui. Ouais, donc il est déjà fan de plantes et de fleurs. Donc peut-être que c'est son amour pour les plantes qui l'a aveuglé, c'est pour ça qu'il l'a ramassé, quoi. Dans le coup, je me demande, est-ce que sur Terre, est-ce qu'il y a des plantes qui peuvent bouger, justement, qui ne sont pas enracinées? J'ai un doute, en fait. Des plantes aquatiques, oui. Oui, les nénuphars n'ont pas de racines. Ils se déplacent. Mais c'est pas de leur volonté. Oui, voilà. Parce que... Il n'y a pas les espèces de buissons ronds là qu'on voit dans les Far West. C'est pas des plantes qui se laissent justement emporter par le vent. Non, elles sont séchées, elles sont mortes. Et en fait, elles font des trucs comme ça avec le vent et leurs graines se répandent. Mais elles sont c'est pour disperser les graines, oui. Ouais, mais on n'a aucune plante qui décide d'aller à un endroit, quoi. Ça, c'est sûr. C'est un peu une caractéristique, je pense, quand même. Des racines pour... oui, pas que je sache. Alors, oui. Si on peut faire de la politique de comptoir, on peut dire que nos politiciens sont on est menés par des végétaux. Hein. Mais bon, ils savent très bien où est-ce qu'ils vont. C'est des Thierry, je viens de t'envoyer des jets privés, c'est ça? Des messages privés, Thierry. Ouais, rien d'important. Je continue ou vous vouliez dire d'autres choses sur ce crétin de Soulou? Ah, tu voulais montrer quoi comme image? Moi, je veux juste dire un truc. C'est que on a oublié de le dire dans l'intro, c'est que en fait j'ai découvert cette série-là avec vous, enfin avec cet épisode-là. Ça m'a motivé. En fait, c'est un peu les seuls vieux Star Trek que j'avais pas vus. J'avais dû voir l'épisode avec le jeune Spock avec Thierry une fois, mais voilà, ça m'avait pas accroché plus que ça. Et dans le coup là, ça m'a motivé à les regarder. Donc dans le coup, j'ai un regard de novice entre guillemets sur c'est génial. La série animée. En fait, Thierry disparaît totalement en essayant de me montrer des images. Et, désolé. Non, en fait, si je sors le livre de là, il y a toute mon installation qui se tombe. Pour la prochaine émission, je ferai mieux. Désolé.
En fait, j'ai supposé que tu avais déjà tout vu. J'ai pas posé de questions. C'était Pas très cette mauvais de ma série-là. part. Voilà. C'était un peu Qu'est-ce que tu en as l'exception. pensé? Tiens, dans son entièreté, qu'est-ce que tu en penses? Sois libre de dire que tu as détesté ou que tu as Bah, dans adoré. le coup, j'ai regardé jusqu'à cet épisode-là, j'ai pas regardé les suivants. Visuellement, c'est quand même difficile de s'y faire. C'est tu montrais une couverture hyper abstraite, bah, c'est pareil. L'anime, il est quand même vachement abstrait aussi. Hein. C'est hyper pauvre quand même en animation. Donc j'ai un petit peu du mal à m'y faire. Des petits détails du genre l'intérieur des yeux qui est couleur chair et pas blanc, ça me perturbe quoi. Voilà. des petits trucs comme ça. Et puis après le format une demi-heure, c'est pas évident de faire une histoire intéressante quoi. Donc, C'est compliqué. ouais, c'est moyen, disons. Mais ça permet, comme on le disait dans le premier épisode, d'avoir un concept de visuel de vaisseau spatial assez incroyable. On peut faire plein de trucs qu'on ne pourrait pas faire à cause du manque d'effets spéciaux dans la première saison. Parce que Yesteryear, par exemple, également, mais est complètement irréalisable dans les années 60 sous forme d'épisode. Dans un film, je dis pas, mais c'est pas le même budget, quoi. Ok. Et pour l'animation, donc Marguerite, tu le sais pas, mais on a eu notre première et précédente invitée, qui est une spécialiste de l'animation, justement. Ah. Et donc, elle a été très critique de l'animation dans TAS. Rock, si tu nous écoutes, on t'embrasse. Non, mais oui, Sean. Quitte à paraître très méchant, je préfère regarder la série animée moche plutôt que de regarder quelque chose comme Discovery saison 1 ou 2. Quoi. Genre, ça m'agresse plus les yeux de regarder du live action. Je suis d'accord. Qui a activement été décidé, ils ont décidé de le faire comme ça plutôt que de regarder ça. Où ils avaient designé moche. Ouais, c'est ça. C'est comme on va activement décider de faire une série LED. Par contre, non, on y reviendra plus tard. J'enchaîne. Allez. Ouais. Scène numéro 2. Spock, Bones et Kirk trouvent un bâtiment très technologique et indiquent que derrière un certain mur se trouve un signal et un bouclier visant à protéger la planète et particulièrement ce bâtiment. Peut-être que c'est pas exactement ça, mais ça allait un peu trop vite pour moi. Bones capte un humanoïde particulièrement puissant, entre guillemets, pas loin. Mais on l'entend au dehors cette ahurie de Sulu crier. Quelque chose à dire sur le bâtiment, à part son design super cool. Oui, encore une fois, c'est toujours la force de la série animée de proposer des arrière-plans et des décors qui sont très SF, très bizarres, très étranges. Et, à nouveau, on a un grand panoramique, comme on avait eu dans Yesteryear que je citais tout à l'heure, avec un travelling, en fait, sur le côté, et c'est assez cool. Peut-être un petit peu moins inspiré que ce qu'on a eu jusqu'à présent, et que ce qu'on aura après, par contre, qui est très impressionnant parfois. Scène numéro 3. Dehors, stupide Sulu est au sol, inconscient, alors que McCoy dit qu'il ne reconnaît pas le poison qui est en train de le tuer. Malheureusement, Sulu l'idiot mourra dans moins d'1 minute. C'est alors qu'apparaissent des plantes humanoïdes. L'arbre dit s'appeler Akmar et veut aider. Il se penche sur Sulu, le seau, et sécrète un liquide. Bones proteste, mais Akmar insiste. Attendre, c'est le laisser mourir. Spock, pendant ce temps, scanne Akmar et ses potes, et révélation suprême, ce sont des êtres d'origine botanique. On l'avait pas vu venir, celle-là. Des plantes intelligentes, crie Bones, bien trop outré selon moi. Akmar soigne Sulu le niais, puis souhaite la bienvenue au groupe sur sa planète qui s'appelle Philos. Blablabla, blablabla, les plantes communiquent via des voders autour de leur cou. Ils ont déjà rencontré des humanoïdes. D'ailleurs, petite question, pourquoi est-ce qu'on dit des humanoïdes ? À forme humaine, ça veut dire littéralement. Pourquoi est-ce que dans Star Trek, on dit des humanoïdes ? C'est pas les premiers à avoir exploré l'espace ? Oui, on pourrait dire on pourrait dire des vulcanoïdes. Ah ben... Ha ! Parce que les traducteurs universels traduisent les mots en langue française et du coup, on dit humanoïde.
Bien Oui, joué. c'est bien dit. Mais peut-être que les Klingons disent klingonoïde, enfin l'équivalent, c'est que vrai. les Vulcains disent vulcanoïde, l'équivalent, et ainsi de suite. Ok. Bon, bref, ils sont pacifistes, blablabla. Kirk coupe court et dit, bon, où est le reste de ta civilisation? Pourquoi tant d'énervement aussitôt? Je ne sais pas. Ça l'a saoulé. Oui, Sean. Je t'interromps parce que du coup, Ouais, tu ouais. continues. Puis Non, il faut me je suis couper. capable Il de faut me placer couper, mon vous le savez. commentaire. Bones est raciste et ça me plaît. Il est terriblement Il est tout le raciste. temps raciste, ça me fait rire. Fait que là, il sort il a plusieurs commentaires puis plusieurs réactions. Fait que premièrement, il est surpris puis presque offensé qu'une plante soit vivante. Il est comme, voyons donc, ça se peut pas. Puis j'aime beaucoup son espèce de commentaire de comme your do là. Il lui dit genre globalement genre tu penses le soigner avec ta rosée là et tu vas faire. Oui, avec de la rosée. il juge complètement le traitement qu'il utilise, mais après j'aime beaucoup qu'il soit complètement converti et convaincu par le traitement parce que ça marche, c'est efficace. C'est ce qu'on avait dit il y a quelques épisodes. Le Bones extrêmement américain, quoi. En fait, c'est vraiment le rapport du spectateur ou de la spectatrice à la série. Il est complètement dans le jugement pré-analyse. Ce qu'il a toujours été depuis le départ dans TOS. C'est l'américain moyen des années 60-70. Moi, j'ai bien aimé 2024. Mais qui s'y connaît mieux en médecine quand même que la moyenne. Non, parce qu'en 2024-2025, je pense qu'ils n'auraient pas été aussi gentils que lui, dans le fond. Ils auraient gardé leur idée que non, même si tu me l'as prouvé, ça ne marche pas, c'est autre chose qui a marché, mais des faux plantes. Voilà. Ce qui aurait permis d'éviter beaucoup de problèmes dans cet épisode. Genre si Sulu était mort, ça aurait évité des problèmes. Si Sulu était mort, non, mais il y a d'autres problèmes qui auraient été évités si les plantes avaient brûlé de suite. Moi, j'ai bien aimé du racisme. Oui. Mais je dirai après, alors, si vous voulez continuer. Au contraire. Non, vas-y. Pourquoi tu l'as apprécié? En fait, j'ai beaucoup aimé cette présentation des plantes, là. Déjà, d'avoir une espèce plante, c'est quand même c'est du jamais vu dans Star Trek, il me semble. Donc, c'est quand même sympa, quoi. D'avoir choisi... Et en fait, pour moi, c'est vraiment le gros avantage de cet épisode, c'est qu'on a un univers très riche, très varié. Un peu comme sur Terre, où on a tout un tas d'animaux, de plantes. Voilà, c'est hyper varié. Et je trouve ça chouette d'avoir montré ça. Et aussi, le coup des traducteurs, je trouve que c'est pas anodin, parce que tout de suite, ça rend l'espèce crédible. Ça donne une plus-value, quoi, une impression de... Ouais, il y a ça aussi. Ouais, continue. Je fais de la... Et voilà, ça donne une impression de réalisme et de vrai, quoi, d'un univers qui a été travaillé, fouillé avec voilà, ces créatures plantes qui m'ont fait beaucoup rire parce qu'ils ont une tronche quand même. c'est génial. Très particulier. Ah ouais, c'est une espèce d'artichaut, je ne sais quoi, là, c'est génial. Enfin, voilà. Avec des antennes de glommer. J'ai beaucoup aimé le fait de rendre tout ça crédible, réaliste, et on a l'impression que ça a été travaillé, quoi. Ils ont travaillé les différentes espèces et leur technologie avec voilà comment ils parlent. Ils ont un traducteur. Je trouve ça vraiment chouette. Ouais, bravo, Monsieur Koenig. Non, c'est vraiment, je suis d'accord avec toi à 100%. C'est l'un des épisodes que j'adore et qui me revient souvent à l'esprit quand je pense aux séries animées. J'adore cette espèce de race de plantes, quoi. Les Phylogeny, pour moi, c'est fantastique. C'est un bonheur. Ouais. J'adore le concept. Je suis constamment en train d'essayer de penser à des épisodes de genre Lower Decks où genre, tu sais, ils ont envoyé des Vulcains faire un premier contact, mais au final, les Vulcains, ils sont végétariens, fait qu'ils sont offensés. Puis, les gens... Je vois bien le Vulcain du coin. Est-ce que ça se mange? Est-ce que je peux manger votre bras? Je suis toujours en train de vouloir plus de faune et plus de flore dans mes épisodes de Star Trek quand on découvre des planètes. Là, j'ai de la faune. Combo. C'est fantastique. Non, puis le design est vraiment fun. Ça fait vraiment alien. Ouais. Et puis ouais, le fait que comme c'est des plantes, ça paraît bizarre qu'ils aient des cordes vocales. Donc c'est vrai, comme dit Marguerite, c'est vraiment cool qu'ils aient pensé à trouver une solution technologique à ça. Ouais.
En les regardant debout, en plus, comme ça, on dirait vraiment qu'ils ont été conçus de manière à ce qu'on puisse les faire en live action un jour, quoi. Il y a un humain qui pourrait se mettre dans un costume comme ça. Oui. Comme Arex. Arex, ça me paraît plus compliqué quand même, parce qu'il a 3 C'est jambes. vraiment Doc Oui, Jones, mais... Attends, on parle d'une créature qui a 4 jambes. Ça vous présente pas un problème, mais Arex qui a 3 jambes, ça vous présente pas le même genre un de problème. jambes. Thierry, Pas le même genre de jambes. Il y en a trop. C'est un nombre pair de jambes, Moi, tu peux si les relier 2, deux ça va, par deux, 4, tu ça peux va, bidouiller, 3, tu non. vois. Bah oui. Ok. Bon, ok, bon, ben tant pis. Scène numéro 4. Dans le fameux bâtiment, Agmar ouvre une porte et paf! On découvre des dizaines et des dizaines de gigantesques plantes humanoïdes. Elles semblent mortes. Agmar indique qu'un humanoïde est venu et a apporté une maladie qui les a décimés. Il a également tout fait pour les sauver. Et c'est à ce moment-là qu'ils se font attaquer par un dragon spaghetti. Kirk essaie de tirer, mais son phaser ne fonctionne plus. Agmar dit que c'est normal. Bien vite, d'autres dragons spaghetti arrivent et chopent les membres du groupe avec leurs tentacules. Alors qu'ils se débattent, ils ne peuvent que constater qu'un des dragons spaghetti a emporté Spock. Agmar dit qu'il est désolé, mais qu'il ne peut en être autrement. Le maître, entre guillemets, cherche un spécimen comme Spock depuis longtemps. Agmar annonce que tous les mondes de la galaxie connaîtront bientôt la paix et l'harmonie. Et alors que Kirk se jette sur Agmar pour lui serrer les lianes, apparaît un géant. Il dit s'appeler le docteur Stavros Keniklius V. Il rend le communicateur qui avait été volé plus tôt à Kirk et lui somme de se barrer. Fissa, sinon... Impressionnante truc, ça tourne au vinaigre en 3 secondes. Ouais, scène d'action intense. Voilà. J'avais bugué, désolé. Ah. C'est bon, c'est revenu. Vous m'entendez ? Oui, Oui. Nous on t'entend très très bien. Voilà, désolé pour le bug. Alors, qu'est-ce que tu penses des dragons spaghetti? Ouais, franchement, ça m'a fait rigoler parce que c'est pas du tout crédible ces histoires de pattes tentacules, mais en même temps, c'est marrant. Faut reconnaître. On est toujours dans cette idée d'un univers foisonnant avec tout un tas de trucs bizarroïdes. Donc j'aime bien en même temps. C'est drôle. Voilà. Ouais, alors c'est un truc que je crois que je l'ai dit dans un épisode précédent, mais je trouve qu'en animation, les tentacules, c'est un peu triché. Parce que c'est relativement facile à animer, justement. Ah ouais? Et ouais, il faudra demander à Ratalrock de confirmer, mais de ce que j'ai compris, oui, parce que finalement, c'est que des traits et c'est facile de les faire bouger, quoi. T'as pas besoin de t'inquiéter des articulations et tout ça. Et oui, donc du coup, déjà les philosiens, ils ont des tentacules sur du corps à la place d'avoir des bras. Et là, encore une fois, bon. Mais du coup, d'un autre côté, c'est cool parce que c'est des trucs qu'on n'aurait pas vu dans TOS parce que c'était au contraire, c'est beaucoup plus difficile à faire en live action. Donc voilà, ils en profitent et c'est quand même sympa d'avoir fait ça, quoi. Déjà, il n'y a pas de créatures volantes en fait dans TOS, je suis en train de me demander. Je crois pas. Très peu. Il y a ce qu'on peut vraiment appeler ça des créatures volantes. Il y a les espèces de blobs. Comment il s'appelle cet épisode? Oui, c'est ça, ouais. Putain, je vais citer cet épisode bientôt d'ailleurs. Ah oui. Et du coup, il s'appelle comment? Eh bien, le cerveau de Spock. Ah, c'est dans Spock Brain? Non. Si? Non, je crois que c'est pas dans celui-là. Celui où il y a le frère de Kirk. Ah non, je fusionne 2 épisodes différents. C'est dans celui où le frère de Kirk meurt. Je crois que ça c'est la lumière qui tue. Oui. Oui. En français, qui spoil tout. Ouais, voilà. Je me rappelle pas du titre anglais, par contre. Ouais. Pardon, je confonds les épisodes, pardon. En même temps, c'est pas forcément plus glorieux.
Par contre, mettons ça au crédit de Star Trek 2009. À la suite de Star Trek 2009, avait été publiée une série de comic books qui reprenait les aventures d'origine de TOS, remises au goût du jour de 2009. Et l'épisode la lumière qui tue avait été repris. Et le twist avait été que ce n'était pas le frère de Kirk qui était mort, mais la femme et le neveu du frère de Kirk qui était morte, du coup. Et que comment est-ce qu'on traite comme ça, machin. Et l'épisode, le truc était vachement cool et ça avait été une très bonne surprise pour moi à lire ça il y a quelques années. Le frère de Kirk, on le revoit en fait dans Strange New World. Oh Parce que j'ai rattrapé ça récemment et en fait, on le voit dans la saison 2, je crois. Au début, je me suis dit, mais c'est qui ce lieutenant, ce lieutenant Kirk avec une moustache? J'ai été un peu choquée en mode, mais c'est quoi ce délire? Et donc, au bout d'un moment, ils disent que c'est son frère. Et je me dis, ah ouais, c'est vrai, c'est son frère. Alors, j'ai essayé de me rappeler, mais je me rappelais pas de l'épisode de TOS. Je dis, quand même. J'ai cherché sur le Memory Alpha, et là, j'ai vu la photo, justement, avec la moustache. J'ai dit, ah, d'accord, tout s'explique. Voilà. Et ouais. Paix à son âme dans certains univers, mais pas dans d'autres. Voilà. Je continue. Ça se passe avant. Il est mort après, c'est tout. Oui, d'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Scène numéro 5. Retour sur l'Enterprise. Et ça fait du bien. Non. Hop. Uhura doit faire des recherches sur le docteur pendant que Sulu recherche Spock sur la planète. Mais les recherches tournent court. On ne trouve rien. Kirk donne alors l'ordre de faire feu gentiment sur le laboratoire. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Il va donc falloir aller sur place physiquement. Sulu demande avec quelle arme. Kirk contacte Scotty et lui demande où on en est de son équipement spécial, entre guillemets. Sacré Kirk, il avait tout prévu. Uhura a trouvé des infos concernant Kenny Clius. Elle les affiche à l'écran. Stupéfaction pour les spectateurs et spectatrices, Kenny Clius est un scientifique de la période des guerres eugéniques. Youhou! Bien avant la guerre de Cannes. La colère de Cannes, pardon. C'est un pro du clonage qui voulait créer l'être parfait et a donc été banni j'ai pas fini ma phrase, mais à cause de ses agissements. Tout ceci s'étant déroulé il y a 250 ans, il s'est donc cloné lui-même pour continuer ses recherches. C'est cool. Le retour des guerres eugéniques. C'est très cool parce qu'en fait, c'est seulement à ce stade-là de Star Trek, c'est seulement la deuxième fois qu'on parle de la guerre eugénique. Voilà. Et il avait flairé, Conning, que c'était quelque chose qui ne l'avait pas touché, mais qui était intéressant pour l'avenir de Star Trek. Oui, tout à fait. Et aussi, c'était, je pense, pour lui l'occasion de parler du clonage, parce qu'en fait, le scénario de l'épisode lui a été inspiré par la lecture d'un article de journal sur le clonage. Ah, ok. Voilà. Et en fait, il faut y penser. Le clonage à l'époque, on est en 1973. C'était quelque chose sur lequel les scientifiques travaillaient depuis assez longtemps, depuis la fin du 19e siècle. Mais je veux dire, le premier clone mammifère vivant à être né, c'était en juillet 96. Je m'en souviens. Donc bien plus tard. Et en 73, la plus récente avancée qu'il y avait eu, c'était John Gurdon en 1958 qui a cloné un tétard. Voilà. Et 2 ans après l'épisode, en 1975, il y aura encore une grosse avancée sur le clonage. C'est Derek Bromall qui va réussir à cloner un embryon de lapin, qui l'amènera pas à terme. Mais voilà. Et c'est une grosse avancée parce qu'en fait, jusqu'à présent, les expériences sur le clonage se faisaient beaucoup à partir de salamandres et de têtards. Parce que les ovules des salamandres et des têtards sont beaucoup plus gros que les ovules de mammifères. Donc pouvoir faire un clonage sur un mammifère, même si c'est juste un embryon de lapin, c'était une grosse avancée. Oui, et ça n'avait pas encore eu lieu au moment de l'écriture de l'épisode, ni de sa diffusion d'ailleurs. Ok.
Le retour des guerres eugéniques, Marguerite, ça t'évoque quelque chose? Oui, Tu l'as vu arriver, toi? Non, j'avais pas deviné. Je trouve ça intéressant, non seulement que la série en parle, et puis de faire le rapprochement entre les différents, parce que finalement la guerre eugénique, on entend parler, mais par petits bouts dans différents Star Trek, dans Star Trek Enterprise, voilà. Donc c'est intéressant aussi de faire de rassembler les petits morceaux ensemble, de voir, et voilà, je savais pas que en effet ils en parlaient aussitôt. Enfin, bon, évidemment, il y a eu d'abord le fameux Khan dans la TOS, mais ouais, c'est chouette. C'est très, ça me fascine. Et puis c'est une partie des guerres eugéniques. Enfin, quand on parle des guerres eugéniques dans TOS, dans Enterprise, on ne cite pas particulièrement le clonage. En fait, c'est une des parts, et c'est logique, des guerres eugéniques, que l'on ne cite pas spontanément, quoi. Du coup, moi, ça m'a fait plaisir. Strange Worlds a un petit peu changé le canon sur les guerres eugéniques récemment. Arrête de parler de ça. Oui. À la base, les guerres eugéniques ou la Troisième Guerre mondiale, parce que je pense qu'ils appelaient ça la Troisième Guerre mondiale aussi, se passaient genre pendant les années 90. C'est pas deux événements différents? Et 96. Moi j'ai compris parce que deux événements même différents. Voyager sépare les deux, hein, il me semble. Oui, mais ils en reparlent. Voyager, de toute façon, on s'en va sur Terre puis il se passe rien. Oui, ils sont sur Terre en 96 en pleine guerre eugénique, mais en fait non. Il n'y a rien. Les gens ont des épaulettes. Il y a eu un changement parce qu'on parle un petit peu de Khan puis de sa famille, etc. dans Strange World. Et donc, du coup, il y a un changement où ils s'en vont sur Terre pendant les années genre 90. Je crois qu'il y a quelqu'un qui doit assassiner Khan quand il est bébé. Une connerie du genre. Puis au final, ça marche pas. Fait que ça repousse les guerres eugéniques pendant, je sais pas combien, jusqu'à quand. Mais globalement, les éléments qui se sont passés durant les années 90 se passent, mais quelque chose comme 40 ou je sais pas combien d'années après, quoi. Oui, c'était assez intéressant en fait. J'ai été lire. Alors je crois que je sais plus si c'est le scénariste ou le producteur de cet épisode, donc de Strange New World, qui expliquait ça justement, qui essayait de se justifier en disant en fait on a décalé les guerres eugéniques, etc. Toujours dans l'idée que dans Star Trek on doit imaginer que c'est dans le futur. Donc vu que évidemment on n'est plus dans les années 70, on est en 2020 et les brouettes, voilà, faut pousser tout. Donc c'est assez. C'est assez spécial. Ils n'arrivent pas à comprendre que, juste dis que c'est une autre timeline, puis c'est tout. Ouais, c'est ça, ce serait plus simple. Hein, surtout que là, ça devient irréconciliable en fait, parce que non seulement, parce qu'en fait, on peut même pas se dire c'est une erreur de continuité, parce que dans l'épisode, le personnage dit lui-même que normalement les guerres eugéniques se passent dans les années 90. Oui. Donc du coup, c'est littéralement rectifié à l'écran. Oui, bien sûr. Ça veut bien dire que donc retconné. Il y a forcément quelque part que le scénariste ait compris ce que ça impliquait ou pas qu'il écrive ça. Ça implique forcément que quelque part il y a eu un changement de la timeline ou qui sont dans un univers parallèle et que la Romulienne, c'est une Romulienne je crois bien, qui a voyagé dans le temps, a aussi voyagé dans un univers parallèle sans le faire exprès, et du coup s'est retrouvée dans un univers où ça se passe pas comme elle le veut. C'est une des deux options, quoi, ou des trois même, parce que selon comment... J'aime pas le voir comme une nouvelle timeline qui démarre au complet, j'aime le voir comme une petite bosse, une petite interférence, un petit changement, comme Cisco qui prend la place de, je me rappelle plus comment il s'appelle. Gabriel Bell. Ouais, c'est ça. Au final, ça n'a jamais été Bell, ça a toujours été lui. Mais ça fait une petite bosse dans la timeline, mais c'est la même timeline. Tu dis ça juste parce que ça te fait chier de rectifier ta carte. Je ne toucherai pas ma carte à cause de ça. Il y a très peu de choses qui me feront changer ma carte, certains. Mais de toute façon, c'est pas une timeline comme de la multiverse, je m'en sortirai pas. Ça serait ingérable. Déjà, pour expliquer le reboot de 2009, j'ai dû faire un schéma pour ma mère, parce qu'elle comprenait pas.
C'est aussi une Trekkie, elle adore, mais voilà, les changements dans le temps, c'est Ce difficile. qui, techniquement, enfin 2009, techniquement, ça aurait pu être chouette, ça aurait pu être vachement intéressant en fait. C'est juste que c'est raté parce que c'est fait par des mecs qui en ont rien à foutre. Du coup, ils C'est ont vrai. fait ce qu'ils ont voulu et du coup, débrouille-toi avec ça. Mais de base, c'était pas si bête que ça, tu vois. Il y avait une forme de logique. Bon, bref, Je suis pas d'accord. on continue. Moi, je trouve que 2009, ça marche, honnêtement. Genre. Tu Le- détruis un vaisseau d'une manière extrêmement puissante d'un coup. La fédération qui se dit qu'est-ce qui se passe, machin truc, qui se surarme, qui va plus vite, plus fort, plus loin. Enfin, il y a toute une Et la matière réflexion rouge. qui aurait pu être faite. Ouais, voilà, toute une réflexion qui aurait pu être faite, qui n'a pas été faite. Hein, ça a été ça a été bâclé, ça a été fait vraiment. On s'en fout. Là-dessus, oui, je pensais C'est que tu des parlais sbroufs, de hein. l'histoire du voyage dans le temps. Wow. Mais Oui, moi, non, j'en mais ai déjà, le j'en ai voyage déjà dans le temps, parlé. quoi qu'il arrive. Honnêtement, là, tu sais, t'es en train de te plaindre de ça. Genre, tu veux justifier l'existence de cet univers, mais on a le Mirror Universe, quoi. C'est stupide, quoi. C'est des gens qui sont habillés, mais avec des moustaches, quoi. Genre, c'est. Puis là, tu te plains Et on parce voit que, leur nombril. parce que les vaisseaux, c'est un peu plus hot rod, quoi. On s'en fout, quoi. Bon, on continue? Ou d'autres choses à dire sur le docteur Kenny Clius? Si, un petit truc aussi que je pourrais... Enfin, j'hésite un peu. Oui. Je trouve que là, pour le coup, on a vraiment le mot guerre eugénique. Là, c'est vraiment de l'eugénisme ce qu'il propose. De faire, alors comment il dit, des surhommes... Une race supérieure. Une race supérieure. Ouais, le terme, il est quand même vachement fort. Mm. Et je me demande, quand on parle des améliorés, est-ce qu'il y a déjà eu ça? Est-ce qu'on a déjà dit, oui, le but, c'est de faire une race supérieure pour dominer tout le monde? J'ai un doute. Ah, j'ai pas Parce revu que, le site pour en parler. Je je me suis pas demande sûr que si ça a dans été présenté les... comme ça dans l'épisode de Space Seed. Ben, c'est Cannes, c'est littéralement ça, Cannes, puis c'est Ah bah, ouais, ouais. 71 potes, là. C'est littéralement le Oui, principe oui. de Il y a ces Cannes, gens-là, bien quoi. sûr. Oui, Ouais. mais est-ce que c'est formulé de la manière Ben, c'était formulé de la même manière que Captain America, globalement. Tu sais. Genre, on enhance des gens pour qu'ils puissent mener la Terre vers un truc mieux. Sauf que ça a comme enhance et augmenté on va dire, toutes leurs caractéristiques. Et donc, s'ils ont des mauvais traits, ben, ça les enhance aussi. Il se trouve que Ah, moi, Khan, je serais pas une bonne devenu personne. terrible. Ouais. Abominable, atroce. Parce que je me demande si dans Star Trek Enterprise, ils présentent pas les choses un peu différemment, en mode les améliorés, ils sont voilà, prévus pour être plus forts, etc. Mais ils sont pas forcément des tyrans. Et il me semble qu'il y a une nuance qui est posée. Ouais, mais Mais ça, c'est des enfants de ces gens-là, me semble. C'est pas vraiment des gens qui sont comme les 72 tyrans inclus Khan, c'est vraiment des personnes atroces qui étaient sur Terre, genre dans les années ouais. 90, puis qui ont été spaced essentiellement, là, on les a virés. Mais ceux qu'on retrouve dans Enterprise, me semble que c'est autre chose. C'est ou les enfants à ces personnes-là, ou c'est des gens à qui Sung a décidé de les augmenter en utilisant la même technologie. Je me rappelle Je crois plus que c'est lequel des c'est, là. embryons qui avaient été mis en stase C'est peut-être des Oui, c'est embryons. ça. Fait et qu'ils que n'étaient pas Sung encore. a volé. Ils n'avaient pas encore été des tyrans, globalement. Tu sais, là, si on ils n'ont pas encore eu le temps d'être des tyrans. Donc lui, il Oui, mais essaie je de trouvais, les défendre pour. Tu sais. mais je trouvais justement il y a une nuance qui est posée dans Enterprise parce qu'on voit que ben, suivant leur éducation, suivant leur personnalité, voilà, c'est pas forcément parce que c'est des améliorés égal tyran. Voilà. Je trouve Bah, qu'il ça, posait une nuance. je pense que la nuance, elle est déjà introduite dans Deep Space Nine, avec le personnage de Julian, qui est un Oui, amélioré et oui, c'est qui n'est vrai. pas un tyran. Ouais, je Après, l'oubliais. il a pas été amélioré par la même technologie et il n'a pas eu les mêmes améliorations que les améliorés des guerres eugéniques, puisque bah, il a été amélioré au XXIe siècle par une autre espèce. Mais Et puis, c'est juste des capacités cérébrales. physique aussi. Hein. Ah oui? Oui, bah d'ailleurs, tu sais que suite à ça, une fois que comment il s'appelle, Miles l'apprend et il lui demande de reculer de quelques pas. Ah, mais oui, Oui, c'est oui. vrai, parce qu'il faisait exprès de perdre au tennis. Il Non, s'est au même squash. fait rencontrer tête. par un agent qui s'appelait Kurtzman. Il s'est fait approcher pour faire un film. Un film Section 31. Ok.
très bon film, cela On dit peut en passant. tirer à Un compte. épisode est en préparation, on en parlera bientôt. Ah, ça y est, Euh, c'est officiel. Oui, vous m'avez chauffé, on va en parler. Oui, Marguerite, on a Parce des que là, je arguments. comprends pas, là. Ne t'inquiète pas, on a des arguments, on va en parler. Si tu veux. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mais comme quoi, en fait, c'est surtout son éducation qui l'a rendu bien et pas ses améliorations. Est-ce qu'on continue? Ou est-ce que vous Oui, voulez bien sûr. continuer de papoter de génisme? JFID, pardon. C'est numéro 6. Dans la salle du téléporteur, Scotty émet des doutes sur le plan du capitaine. Kirk lui ordonne de quitter l'orbite une fois qu'ils seront sur la planète. Ainsi, les locaux ne scanneront pas la surface pensant qu'ils sont partis. Ce qui est assez logique. Scène numéro 7. Retour sur Philos. Le groupe composé de Sulu la cloche, Bones et Kirk découvre un hangar rempli de fusées. Les arbres humanoïdes se préparent à une invasion. Ne trouvant pas de traces de Spock, ils décident de choper un philosien. Ça tombe bien, c'est la spécialité de Kirk le catcheur. J'adore tellement cette scène. Tu l'as pas prise en capture Agmar, l'homme plante, accroché à ses lianes, qui d'un coup se fait genre tirer par Kirk. Tu veux bien la remettre, Thierry? C'était. Puis là, il se fait attraper. Whoop. Moi, ça me fait rire. Ouais. D'ailleurs, c'est assez particulier parce que c'est un peu comme si nous, on touchait de la bidoche partout. Quoi? C'est comme si nous, on touchait de la viande un peu partout. Si tout était en chair. Qu'est-ce qu'ils font les catcheurs quand ils s'attrapent mutuellement? Non, mais oui, mais là, Agmar, il n'est pas en train de faire du catch. Je veux dire, il est en train de pour moi, il est en train dans le sens là, oui, c'est vrai. Pardon, désolé. Je pensais que tu parlais de Kirk qui a attrapé Agmar, c'est pour ça que je comprenais tout pas. À fait, tout à fait. Mais j'ai changé de sujet sans m'en rendre compte. Désolé. Oui, c'est comme si on attrapait des insectes ou des animaux et puis qu'on les jetait derrière pour dégager un truc, quoi. Ouais. C'est un peu dégueu. Ah non, mais c'est rigolo. J'aime beaucoup, Marguerite voulait dire un truc. Pardon. Ouais, moi, ce qui m'a fait rigoler, c'est que Kirk reconnaisse Agmar tout de suite. Oui. Alors que ces hommes plantes, franchement, ils sont impossibles à les reconnaître. Et là, tout de suite, ah ouais, c'est toi, Agmar, notre copain. Voilà, c'est ce que je vais dire de suite. Je suis désolé, je suis peut-être un petit peu raciste, mais pour moi, un philosien est un philosien. J'ai du mal. Bon, bref. Mais coup de bol, quoi. Non, oui, Thierry. Je pense que... Attends, je vais essayer de retrouver l'image, mais je pense que c'est littéralement des copier-coller quand on les voit côte à côte, les philosiens. C'est sûr. Je pense que c'est le même dessin qui est juste reporté. Donc effectivement, pour le coup, voilà. Mais on peut imaginer que c'est juste un défaut d'animation et que forcément les personnages qui ont l'habitude de différencier des espèces très étranges, des individus d'une espèce très étrange ont l'habitude de faire la différence. J'aime beaucoup cette séquence visuellement. Je trouve qu'il y a pas mal de choses à critiquer sur les visuels de la série animée, mais là pour le coup, toute la séquence où on voit les vaisseaux avec les philosiens qui arrachent des lianes, il y a plusieurs plans, j'ai tenté de tous les capturer, mais bon, ça a été un peu long. Même cette image-là, moi je la trouve vachement sympa, avec Agmar qui tient des plantes comme ça. Et regardez-moi ce premier plan, comme c'est beau. Il y a un mouvement dynamique, voilà, le décor du premier plan est très beau, etc. Et voilà, c'est une séquence que j'aime bien, en plus ça fait vraiment très alien, très étrange, hein. On est là pour voir de nouveaux mondes étranges, et là on nous en donne. Et c'est très cool. Et puis, comme disait Sean, Kirk qui débarque et qui le chope par le cou, enfin l'équivalent du cou, et qui le tient en arrière, c'est très drôle. Là, il lui tient tous ses tentacules. Bref, scène numéro 8, coup de bol. Il s'agit de Agmar. Oui, désolé de mon racisme, mais je ne suis pas capable de discerner un arbre humanoïde d'un autre. Agmar explique que son peuple est en train de mourir et qu'ils ont une mission à accomplir. Spock n'est pas en danger. Il dit qu'il peut les mener à lui. Et oui, en fait, il suffisait de demander. Alors que pas du tout, hein, dans la scène précédente. Scène numéro 9. Agmar active une plateforme qui les mène dans des couloirs souterrains. Sulu le bête admet alors son incompétence. Les murs qui composent ces sous-sols sont 600 fois plus denses que du plomb, alors on ne peut pas voir ce qu'il y a dedans. Alors qu'ils avancent sur la plateforme, d'un coup, tout s'arrête et les dragons spaghetti reviennent. Le groupe fuit en courant vers la lumière au bout du tunnel.
Ne faites pas ça chez vous. Ah bah non, en fait ça va. Qu'est-ce que tu nous montres? Ah oui, comment Agmar a éteint la lumière. Non, Moi, j'ai non, pas non, trop ça compris c'est cette scène. non, ça c'est c'est l'appareil qu'il utilise pour activer la plateforme. Ah oui, oui. Voilà. Pardon. J'ai bien aimé genre pour un plan où la plateforme s'active, alors qu'ils auraient pu la faire s'activer automatiquement sans trop se poser la question. La joie d'être dans un animé. Ouais. Ils se sont quand même amusés à dessiner un gros plan de sa télécommande. Je ne sais pas si c'est un tricorder philosien ou je sais pas. Et voilà, je trouve ça assez marrant. Très joli. L'interface n'a pas l'air très ergonomique, mais peut-être qu'elle l'est pour les philosiens. Un être qui a 6 bras, ça va. Il peut appuyer partout où il veut. Et donc, je disais, j'ai pas compris en fait cette scène où il court dans le noir. Enfin, parce que finalement, Agmar dit qu'il les emmène et en fait, il mentait. C'est un traquenard ou... Il voulait les piéger pour qu'ils soient capturés par les dragons spaghetti, je suppose. Attendez, non, je vais trouver le vrai nom parce que c'est un peu abusé. Ah oui, en fait, le vrai nom, entre guillemets, parce qu'il est jamais mentionné dans l'épisode, je crois. Mais effectivement, le guide de la série animée mentionne le nom. Mais, ça s'appelle des swoopers. S-W-O-O-P-E-R. Ça ressemble vraiment a flying plant that attacks as a reflex. Swooper, ça sonne vraiment comme un nom de Bible, tu sais, de Bible de série. Ah, parce que, j'allais dire, ça sonnait comme un nom de burger d'une grande marque de burger américain. Tout swoop, Sean, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire? Sean ne sait pas parler anglais. Hein. Ouais, descendre en piqué, ouais. Donc, je pense que le nom, c'est pas vraiment... Swoop in. Ouais. Ouais, c'est vraiment juste c'est plus un descriptif qu'un nom, honnêtement. Là. Star Trek appelle ça des dickbats. Donc... Désolé. Ok. Oui, mais moi, j'ai toujours appelé ça comme ça parce que depuis 2017, Star Trek postait des gifs #dickbats, donc j'ai gardé ça. D'accord. Bref, il y en a beaucoup partout. Il n'y a pas de nom canon. Il n'y a pas de nom. Et du coup, oui, la question est effectivement, est-ce qu'il essaie de les mener dans un piège ou est-ce que en fait ces machins-là, ils se promènent juste un peu partout et puis ils attaquent tout ce qui n'est pas des philosiens ou des géants Ils attaquent ce qui est non-plante. Je sais pas. En fait, c'est pas clair. C'est pas clair et pour le coup, ça donne vraiment l'impression que genre ils avaient peur qu'on s'ennuie et ils ont mis une petite scène de tension. C'est ça. Avant d'arriver à la suite, quoi. C'est étrange de les mener presque à leur but et à la dernière seconde de les enlever de leur but pour qu'au final ils y atteignent quand même. Ouais. Oui, parce qu'en plus les machins, ils les rabattent vers la destination. Quoi. Donc, et surtout que les dragons spaghetti se sont présentés avant, je l'ai pas décrit dans la scène, mais avant que Kirk et son groupe découvrent les fusées. On voit les dragons spaghetti passer. Donc, on aurait pu avoir une petite scène d'action à ce moment-là. On aurait pu l'avoir avant. En pleine journée, en plus, ça aurait été cool, quoi. Parce que là, ça fait 2 fois qu'ils attaquent en intérieur. C'est dommage. Ouais, c'est étrangement placé, ouais. Parce que vraiment, en plus, si on coupe cette scène et qu'on passe du plan où ils descendent avec la plateforme et le plan où ils arrivent dans la pièce suivante, ça marche, en fait. Il n'y a pas Agmar. Il n'y a pas le Agmar et son groupe. Ah, si, parce que c'est Agmar qui les conduit. Non, quand ils arrivent quand ils trouvent Spock, il y a Agmar et son groupe n'est pas là. Il revient après. Scène numéro 10. Spock est allongé sur un billard. Ah, pardon. Je sais plus où j'en suis. D'après Bones, il est mourant. Son cerveau est endommagé. J'ai des résurgences de la 3e saison de TOS qui me reviennent et je manque de vomir dans ma bouche. Mais Kenny Clius fait son apparition. Comment l'ont-ils raté, m'exprime-je. Il annonce en grande pompe. Vous l'avez ? En grande pompe. Grande pompe, parce qu'il est géant, donc il a des grands pieds. Wow. C'est vraiment de l'humour de papa, ça. De vendeur de chaussures. Un renouveau de Spock. Spock 2. Apparaît alors un Spock géant. Coupure pub. Yeah, baby. Spock 2. Moi, j'étais morte de rire. Franchement, quand je l'ai vu arriver, j'étais mort de rire. Ah, déjà,
c'est original, mais enfin bizarre de voir un Spock en grand comme ça. Toi, t'as D'ailleurs, au jamais niveau. vu la série animée et donc t'as jamais été spoil, Ouais. t'avais aucune idée qu'il allait y avoir Ouais, non, je Spock savais 2. pas qu'il allait avoir un Ah, Spock c'est 2. fantastique. Ah, c'est génial. Il n'y a Donc pas une voilà. référence dans un Hein Lower Decks? Il n'y a pas une référence dans un Lower Decks? Ah, Genre, il trouve son squelette je ou je les sais ai pas pas quoi? regardés. Je les ai pas regardés. Enfin, j'ai commencé, j'ai pas aimé. Ok. Oui, il y a le squelette de Spock 2 dans le Wordex. Ah, Il se fait tuer, le pauvre. J'avais complètement zappé. En d'accord. même temps, il y a tellement de références. Bref. Donc, Spock 2 meurt dans la timeline de Lower Decks. Ok. Est-ce que c'est pas Spock 3 ou 4 ou le squelette de Spock 2, mais après qu'il ait été transféré dans Spock 3? Mais sûrement. Ah, On ne sait pas. Ah, en plus, les Vulcains peuvent vivre très longtemps. Hein. À l'époque de TNG, Spock est toujours vivant, donc Spock 2 pourrait techniquement être toujours vivant. Et a priori, ils peuvent dédoubler leur 4A, visiblement. Ah non, spoiler. Je m'avance un peu. Attends. Je m'avance un peu. Pardon. En tout Non, cas, mais voilà, c'est- je me suis dit, bah, punaise, le clonage là chez eux, il est vachement efficace, hein, parce que Rapide. non seulement c'est rapide, mais c'est pas juste à 1m80, non, c'est carrément oh, le géant, allez hop, livré. Oui, d'ailleurs, pourquoi faire des géants? en plus, c'est pas du tout expliqué. Bah si, je suppose que la race supérieure doit être géante, sinon elle n'est pas vraiment supérieure, tu vois. Enfin, du point de vue de... Une du petite point de vue résurgence du savant fou, de Woman's for Adonis, Ah oui. qui Bien était vu. géant. Bien vu. Épisode 11. Pas de panique. Kirk et son équipe sortent des masques à gaz et se font une joie de polluer tout l'environnement avec des pistolets à gaz. Les dragons spaghetti meurent, les géants s'enfuient. Kirk appelle l'Enterprise pour se faire téléporter, mais le téléphone ne passe pas à cause des murs 600 fois plus denses que le plomb que ce trou du cul de Sulu n'avait pas repéré. De toute façon, Bones indique que Spock sera mort d'ici quelques minutes car il n'a plus d'esprit, il a été aspiré. Kenny Cleius revient et dit que son esprit est dans la machine. Il peut cloner les corps, mais pas les savoirs. On comprend alors que Spock 2 est un gros bébé. Imaginez alors la taille de ses couches. Quelque chose à dire sur la méthode utilisée pour J'adore déglinguer? le pulvérisateur à mauvaises herbes, la recette de son arrière-grand-père. Je trouve ça fantastique. Triple arrière-grand-père, double arrière-grand-père. Quelque chose comme ça. Là. Qui J'aime était botanique. aussi la fierté exprimée par McCoy quand ça marche. Voilà. On voit le dessous d'un d'ortie sous forme de gaz. on voit sur le fond de l'image, là à droite, le dessous d'un dragon spaghetti. Et je trouve ça assez intéressant. Parce que ils n'avaient pas besoin de le dessiner par-dessous et ils l'ont fait. Et je trouve ça assez cool. Ils sont très grands d'ailleurs. C'est immense. Ouais, c'est énorme. D'ailleurs, il y a un petit bug là sur le dessous parce que les ailes, il devrait y avoir la membrane et elle n'y est pas. Peut-être qu'il les a écrasés, il est tombé dessus. Oui, puis on voit une espèce de griffe, alors je sais pas d'où ça vient. On dirait une autre créature complètement. Hein. On ouais. dirait... Voyons, tu veux bien zoomer dessus, Thierry, pour voir, s'il te plaît. Zoom and enhance. Oui, on dirait autre chose. Ouais. On dirait presque un facehugger de Alien. Ouais, vraiment. Mais avec des tentacules. C'est vrai qu'il y a quelque chose de surprenant. Il a un œil. Il l'a mis en mauve, c'est parti. Ouais, c'est vrai que c'est curieux. J'avais pas fait attention, mais. Bref. Scène numéro 12, je ne sais plus compter. Sur l'Enterprise, Scotty est inquiet. Il veut rediriger toute l'énergie vers la communication afin de pouvoir joindre Kirk. Uhura lui fait alors comprendre que ce n'est pas Sulu le crétin, mais c'est bien Scotty. Il veut tous les tuer juste pour pouvoir appeler son capitaine. Genre, on coupe les vivres, on coupe l'énergie de tout le vaisseau parce que juste pour pouvoir contacter Kirk. Enfin, la folie de l'entreprise, quoi. Ça, c'est Scotty qui est... Je trouve que c'est déjà un peu présent dans son perso, moins fort, évidemment. Mais il est quand même très, très fidèle à Kirk, Scotty.
Et, Ça le pousse à la radicalité. Voilà. Là, c'est ça, ouais. Le seul truc bizarre, le truc le plus bizarre là, c'est qu'il met un peu en danger le vaisseau, alors que normalement, le vaisseau, ça passe avant Kirk pour lui. Mais comme on le voit dans l'épisode sur les tribunes. Des cristaux de dilithium, on en trouve partout. Si on insulte Kirk, bon, c'est énervant, mais ça va. Si on insulte le vaisseau, là, par contre, ça balance des coups de poing. Hein, voilà. Mais ouais. Après, je pense que tu peux te dire que comme il est ingénieur, il connaît extrêmement bien les limites du vaisseau et que du coup, il sait jouer avec et se dire, il saura s'arrêter au dernier moment. Voilà. Ok. Scène numéro 13. Sur Philos, Bones indique que le transfert des connaissances de Spock vers Spock 2 est terminé. Kirk lui demande alors quelle est la logique à laisser un homme mourir pour créer son double. En même temps, sur le vaisseau, ce fou de Scotty a mis en place son plan. Alors que Spock 2 hésite, le communicateur sonne. Kirk lui passe. Uhura dit que les cristaux de dilithium sont bientôt morts. Spock 2 répond à Uhura. Elle lui donne des informations supplémentaires sur Kenikleius, à savoir qu'il veut créer une race supérieure afin de garantir la paix dans toute la galaxie. Perso, je vois pas de problème. Kirk dit à Kenikleius que ça n'a pas de sens. Il n'y a plus de guerre au sein de la Fédération depuis 100 ans. Mais ça ne satisfait pas le docteur qui répond à juste titre qu'il y a toujours des guerres avec les Klingons, les Romuliens, les Xinti, dont on reparlera très bientôt. Mais Kirk répond que c'est un gros boomer qui est resté au fond de sa grotte à 600 fois la densité du plomb pendant 2 siècles. Agmar prend la parole et se place aux côtés du docteur. Avant l'arrivée de la maladie, c'était déjà le plan des philosophiens. Kirk, dans un ultime mouvement, s'adresse à Spock 2 et lui demande de redire ce que signifie Idic. Contrôle surprise, Sean, Idic. Infinite diversity and infinite combinations. Marguerite, traduction. Une infinie diversité dans une infinie combinaison. Non, je sais pas. En de français, combinaison. Si, donc une infinité de combinaisons. Bravo. C'est traduit totalement littéralement, oui. Ouais, c'est vrai. Spock 2 convient alors que non, ça n'a pas de sens de lancer une armée de Spock dans la galaxie. Mais c'en est trop pour Agmar, qui voit son rêve réduit à néant et se jette sur Sulu. C'est l'occasion pour Sulu d'enfin servir à quelque chose. Il fait alors du judo. C'est pas gentil. Kenikleius casse la machine retenant Spock, mais c'est pas grave. Spock 2 fait une fusion mentale avec le Spock original, ce qui réactive le Spock original sans pour autant tuer le Spock 2. Spock 2 promet qu'il ne conquérera pas la galaxie, Uhura, et Kenikleius fait ouin-ouin parce que son travail n'a servi à rien et qu'il ne sait pas ce qu'il va faire désormais. Spock lui dit de rester sur la planète avec Spock 2 et de sauver les Philosiens. L'épisode se termine sur une blague que j'ai pas compris avec Kirk qui demande à Sulu de lui apprendre son geste contre Agmar et Sulu de répondre qu'il faut être imprévisible, mais Kirk répond qu'il est la personne la plus prévisible qu'il connaisse. Ça nous donne tout de même un merveilleux clin d'œil qui sera désormais mon avatar sur les internets. T'as fait un sacré tunnel là. J'ai fait un tunnel parce que c'était incroyable. Il se passe des trucs très particuliers. Alors, je sais même pas dans quel ordre commencer. Je trouve ça très cool qu'il y ait un rappel et une définition de l'IDIC. Ça avait été mentionné dans l'épisode Is There in Truth Je suis désolé. Attends, reviens sur Spock 2. Voilà, on dirait la couverture d'un album de rap. Ok. Il est super vénère. Bref. Parce que je crois que ça, en plus, ça n'a pas été tant mentionné que ça dans TOS. En plus, l'IDIC, je me rappelle que c'est mentionné dans Is There in Truth No Beauty parce qu'il y a Kirk qui met son uniforme de cérémonie, puis il y a le symbole de l'IDIC dessus, et puis je crois que c'est l'invité, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais qui comment elle s'appelle, la porte-parole de l'ambassadeur. Bref, il pose la question, puis du coup il en donne l'explication et la définition. Mais je crois pas que ça a été autant appuyé que dans cet épisode-là, où vraiment c'est vraiment bien détaillé ce que c'est, pourquoi c'est important, etc.
Et je trouve ça très rigolo que ça soit utilisé pour expliquer que c'est une mauvaise idée d'envoyer une armée de Spock géants imposer la paix dans la galaxie. Moi, j'essaie de m'imaginer le truc, tu sais, des Spock géants qui débarquent sur des planètes en disant bon, maintenant vous faites la paix. Hein. Je trouve ça tellement kitsch. C'est déjà kitsch d'avoir un Spock géant, mais alors en avoir toute une armée, c'est. Honnêtement, ce serait fantastique de voir un épisode où tu arrives dans une timeline et ils ont fait ça, quoi. Il y a genre un Spock par planète qui a décidé d'imposer la paix. Et en plus, je le vois bien arriver, puis tu sais, il présente pas vraiment d'argument, il est juste comme c'est pas logique de pas avoir la paix, alors on fait la paix. Puis à chaque fois, il mind meld avec quelqu'un ou il lui fait un Vulcan neck pinch, ben, il lui brise le cou globalement, tellement il est grand, tu sais, à chaque fois qu'il veut parler à quelqu'un qui lui plaît pas. T'as vu quand il fait son mind mail, je trouve ça très drôle aussi. C'est un mind touch. Il pose son pouce comme ça, enfin pas son pouce, son index sur la tête. Ouais, c'est ça. Mais c'est cool. Et donc du coup, visiblement, les Vulcains peuvent dédoubler leurs 4 races, ils ont un clone d'eux-mêmes. Oui. Ce qui arrive un petit peu à Bones. Non, c'est pas ça. Il aspire le 4A de. Ouais, Bah si, vraiment, non, c'est une copie. C'est une copie de Spock dans. Mais oui, t'as raison. Ouais, dans le 2 et le 3. Sinon, il serait pas en capacité d'agir derrière. Et Picard également, avec Sarek. Sauf qu'ils ont déjà une personnalité, une âme, entre guillemets, donc un 4A. Donc, elle n'arrive pas à prendre toute la place, mais c'est un peu ça. Mais quelque part, c'est le premier qui le fait. Ça sera refait plus tard, mais... Non, oui, mais dans Enterprise, ils le font aussi avec... oui, mais dans un point de vue production, ce sera fait plus tard. Quoi. Et donc, du coup, c'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement, mais donc l'action de Spock dans la colère de Khan et surtout la révélation à la recherche de Spock que c'est ce qui s'est passé dans la colère de Khan, finalement, ça sort pas de nulle part et c'est bien ancré dans l'histoire de Star Trek. Et donc, et la série animée qui, du coup, elle est, mine de rien, elle a son influence sur les autres séries. Oui. C'est des bons. Ok. Juste avant de continuer, j'ai encore, comme à tous les enregistrements, j'ai encore oublié de donner les notes de l'épisode sur les deux forums. Oui. Sur Ultime Frontière, il a été noté 6,3 sur 10, ce qui est pas mal. Et sur la CFST, il n'a pas été noté. Donc ça fait une moyenne de 3,15. Mais par contre, je viens encore d'aller revérifier et je suis tombé sur un de mes commentaires qui date de 2018, donc il y a quelques paires d'années. Bon, c'est juste que ça m'a fait rigoler de relire ça tout à l'heure. Je vous épargne un petit peu les longueurs, mais je marque lorsque les pseudo-fans ont crié au scandale pour la scène de confrontation entre Khan et Chekhov dans La colère de Khan, ils avaient tort parce que le fait de ne pas voir Chekhov dans la série ne signifiait pas qu'il n'était pas présent et parce que Walter Koenig était extrêmement légitime puisque c'est le premier à avoir parlé de guerre eugénique après Space Seed. L'intelligence de mes connaissances. Wow. Lance-toi des fleurs. J'adore Sinoc. Bref. Il adore relire ses propres commentaires. Il les retourne tous les ans. Voilà, quand j'arrive pas à dormir, je me relis un petit coup et je me dis waouh. Se remémore ses propres commentaires. Qu'est-ce que j'étais bon en 2018. Moi, ça m'est arrivé de relire un de mes vieux commentaires et de pas me rendre compte que c'était moi. je le relis en mode ah ouais, je suis d'accord, c'est bien ce qu'a dit cette personne. Et puis ah, mais c'est ma photo. Au moins c'est bon, t'as gardé le même avis, quoi. Moi, c'est plutôt l'inverse, tu vois. Je me relis et je me dis comment j'ai osé écrire une saloperie pareille. C'est qui ce con? L'écrivain de la merde, au final, c'est toi. Voilà, donc c'était un plutôt bon épisode, non?
Il y avait d'autres choses à dire sur le final. Comme je l'ai dit, Oui, j'ai oui, rejeté. oui, tout à Thierry a un petit peu rebondi, mais allez-y, foncez si vous avez. Voilà, le judo. Alors oui, pourquoi j'ai fait cette blague sur évidemment Soulou fait du judo? Parce que c'était un des trucs que tout le monde a pointé du doigt pour 2009. Et évidemment, Cthulhu. Cthulhu qui fait du judo, je veux bien voir ça. Soulou fait un art martial japonais, je sais pas, fait du kendo, pas du kendo, mais Alors que utilise dans un sabre TOS, japonais, alors qu'il est joué par un alors que acteur dans coréen, TOS, rappelons-le. il Alors aimait que dans TOS, c'est de les l'escrime épées. française. Voilà. Exactement. Et bien, dans TAS, on lui fait faire du judo. Qu'est-ce Voilà. qui te fait dire que c'est du judo? Parce que des arts Parce martiaux que avec des j'ai projections, fait du il y en a judo. plein. J'ai fait du judo et je reconnais bien, c'est un wamashigari. Mais T'as jamais fait de prise sur des plantes. Fait que t'as aucune alors, idée. non, mais je te dis pas ça pour rien, parce que c'est une projection qui existe en lutte médiévale, Non, notamment décrite par Fiore dei Liberi dans non, son parce que le manuscrit pied du XVe droit, siècle. le pied droit de Cthulhu est tourné à un angle de 20 degrés. Cthulhu encore. De Soulou. Mais qu'est-ce que j'ai ce soir? C'est à C'est à cause du cause des spaghetti. tentacules. Ouais, voilà, c'est Les ça. tentacules, ça te perturbe. Ouais. Non, Thierry, je me fous de ta gueule. Bon, on Ok. dirait qu'il a les pattes de Ça genre marche. Daffy Duck ou Donald Duck, là, un petit peu, là, la plante. Là. Il y a un peu des palmes, tu sais. Oui, c'est vrai. c'est parce que peut-être que c'est un nénuphar en fait. Mon racisme crasse qui revient. Ok, bon, d'accord. C'est un moment, c'est si tu veux, très bien parce que ça rattrape tout ce qu'il a raté depuis le début de l'épisode. C'est très bien. Après, toi, t'as beaucoup exagéré ses ratages. Pour moi, son seul ratage vraiment, c'est quand il touche la plante, quoi. C'est une catastrophe. Il fallait pas faire ça. Après qu'il n'ait pas mesuré la densité des parois d'un tunnel dont il connaissait pas l'existence et dont il ne pouvait pas connaître l'existence avant parce qu'il était à l'extérieur et que justement le T-Corder ne traverse pas les parois et donc c'était du sol. On lui dit scanne la planète. Il scanne la planète, il voit qu'il y a un point noir au milieu de la planète. Il y a un endroit où il peut même pas pénétrer. C'est peut-être l'endroit où il faut regarder, quoi. Enfin, Soulou, quoi. Il avait même pas besoin, pour faire avancer l'histoire, de s'empoisonner, en fait. Parce que genre, les autres allaient venir kidnapper Spock dans tous les cas. Inutile. Non, mais ils allaient venir kidnapper Spock dans tous les cas. Donc, ils allaient être présents. Ils allaient se révéler dans tous les cas, quoi. Il n'avait pas besoin de... C'est vrai. Oui, c'est comme un peu pour l'attaque dans le tunnel. Là. C'est des péripéties qui sont un peu inutiles, finalement, si on regarde le cœur du scénario. Bon. Et dans le coup, qu'est-ce que vous pensez du fait que... Enfin, moi, je trouve que dans cet épisode, Soulou, il est mis en avant. Déjà, c'est un des premiers personnages qui apparaît. Et ça finit sur un clin d'œil, d'ailleurs, de sa part. Et moi, j'ai un peu l'impression que son copain, Koenig, il s'est dit « Allez, je vais le mettre en avant, ça lui fera plaisir. » Je sais pas, je me pose la question, en fait. Parce que sinon, on l'a peut-être un peu vu sur la passerelle, mais c'est à peu près tout, quoi, dans les derniers épisodes. De TAS, c'est la première fois où il est vraiment important. Hein. Jusqu'à présent, une fois, de temps en temps, il a une phrase, mais c'est tout. Alors, ça peut être ça, ou, comme l'a dit Thierry au début, c'était Tchekhov qui était écrit à la place. Alors, d'après le guide officiel, il y a eu 5 versions du scénario. Donc, je pense qu'il y a eu assez l'occasion de... Il y a eu assez l'occasion de... J'arrive pas à parler, Rémi, il me perturbe. 375 francs de revoir le script et de changer, de réattribuer les rôles, etc. Donc, c'est peut-être ça, c'est peut-être un peu des deux. Je me rappelle d'une interview, alors je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, de George Takei, où il expliquait qu'au tout départ, quand Walter Koenig est arrivé sur la série, il l'aimait pas trop, parce qu'il avait l'impression qu'il lui piquait sa place un peu. Ah non. Et merde, ça s'était arrangé après, et qu'ils étaient devenus... qui s'était bien entendu au bout d'un moment, une fois qu'il avait réalisé que ça l'empêchait pas d'avoir des rôles dans les épisodes, etc.
Et donc, est-ce que c'est pas aussi pour dire maintenant on est copains, donc je te file un rôle important dans l'épisode que j'écris, tu vois, ou un truc comme ça. Je sais pas. Ou peut-être une volonté tout simplement de mettre en avant un peu les personnages secondaires. Enfin, voilà. Là, je prends ma Peut-être que casquette lui-même en d'autrice. tant que, oui, c'est vrai, lui-même en tant que personnage secondaire, d'ailleurs, il est d'autant mieux placé pour dire, enfin, en tant qu'acteur d'un personnage secondaire, pardon, c'est vrai qu'il est bien placé pour se dire, ça serait cool si on les mettait en avant ceux-là. Ah, Oui, tiens, parce qu'au final, c'est quand même beaucoup Kirk et Spock qui sont mis en avant, que ce soit dans la série d'origine ou dans le dessin animé. Donc, je pense que, enfin, ça m'étonnerait pas qu'il y ait aussi une volonté, voilà, de rééquilibrer un peu les rôles et de montrer un peu autre chose. Ouais. Au final, c'est contrebalancé par le fait qu'il y a un deuxième Spock. Mais bon. Géant en plus. C'est comme dans Fast and Furious. Ok, je veux bien que The Rock vienne, mais je dois être plus grand que lui. Plus grand que lui. J'en profite juste, vu qu'on parle des seconds couteaux, pour vous conseiller le podcast Second Couteau, qui revient sur des super seconds couteaux du cinéma, principalement américain, mais il y a aussi un peu de français, qui est assez passionnant, en fait. Et c'est tout. Voilà. Merci. Alors, dans l'épisode, l'ordinateur de bord n'a pas été doublé par Majel Barrett, mais a été doublé par Nichelle Nichols. Oh. Et c'est la deuxième fois que ça arrive. Et la fois d'avant, c'était dans The Lorelei Signal. Oh. Elle a beaucoup joué dans The Lorelei. Donc je pense que je sais pas pourquoi. J'ai pas fait attention. Que Majel Barrett ne devait pas être disponible pour l'enregistrement ou quoi que ce soit, mais c'est Nichelle Nichols qui a repris le flambeau. Et toujours sur le doublage, Agmar et le docteur Stavros Kiniklius 5 ont tous les deux été doublés par Douane. Ouais, tout à fait. C'est toujours lui. C'est toujours lui, voilà. Il a, c'est le comédien de doublage magique. Il peut faire un peu toutes les voix, voilà. Et moi, c'est vrai que je fais pas spécialement attention au timbre des voix, etc. Mais je me fais avoir à chaque fois. Moi, quand je regarde après, c'est James Wan qui l'a doublé, mais j'avais pas du tout fait attention. Donc c'est toujours la petite découverte parce que je regarde toujours l'épisode et après je lis un peu le guide officiel. Donc à chaque fois je redécouvre le truc. Ok. Après, moi j'ai un petit truc à dire sur la fin de l'épisode, c'est très vite. Hein. C'est juste que je trouve qu'on est toujours dans du bon Star Trek avec une résolution pacifique qui se fait par des discussions, quoi, et des opinions, un échange d'opinions, et on va convaincre l'autre avec des arguments. Ça, voilà, ça c'est vraiment du Star Trek. C'est pas, ça se résout pas par l'action ou par des idioties. C'est logique. C'est assez merveilleux. Ouais, ça se termine pas en Spock baston. dirait que c'est bien parce que c'est logique, voilà. Non, c'est une très très bonne fin par là. Et puis, moi, franchement, je vois Kuniklius, on me dit il vient des guerres eugéniques et tout, machin. Je me dis c'est un radical façon Khan. Tu le convaincras jamais. Eh bien non, ils y arrivent. Et ils le convainquent et ils le rassurent. C'est-à-dire, à la fin, quand je dis ouin, j'ai fait tout ça pour rien, c'est surtout, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il pose la question, qu'est-ce que je vais devenir moi maintenant? J'ai plus qu'à mourir. Et c'est Spock qui lui dit, mais non, au contraire, utilise ton savoir et tout, machin. Et c'est merveilleux, on peut pas faire mieux, quoi. Oui, là, c'est vraiment l'esprit tolérant de Star Trek, quoi, et ouvert d'esprit. C'est chouette. Et en plus, je trouve que c'est pas complètement naïf parce que celui qui le convainc, c'est Spock 2. Et Spock 2, c'est le premier représentant de la race supérieure qu'il a lui-même créée, en estimant que ça serait la race supérieure qui devrait dominer l'univers. Donc, même de son point de vue, Spock 2 est supérieur à lui. Et donc, s'il dit un truc, c'est qu'il ça compte. C'est un peu la machine qui se retourne contre son maître, hein, ça, pour le coup.
Oui, mais de manière argumentative plutôt qu'à coup de bombe. Ah, on est d'accord, ça fonctionne. Donc, ouais, ça c'est vraiment très cool. Et Ouais. du coup, ce qui est rigolo, c'est que canoniquement, on sait que pendant au moins jusqu'au 24e siècle, il y a un Spock 2 qui se promène sur Philos et qui a réussi ou est en train de ramener les Philosiens. Non, on sait qu'il a réussi à ramener les Philosiens, mais ça sera pour un épisode prochain. Ah. Tu me teases Et puis, là. très, Tu me très teases. loin. Très, très loin. Ok. D'autres choses à dire sur cet épisode, Sean? Non. Ça t'a plu? J'aime beaucoup cet épisode, je l'ai toujours beaucoup aimé. Je trouve qu'il y a énormément de concepts très intéressants qui sont explorés. J'avais jamais vraiment prêté attention au fait qu'effectivement, il y a un moment dans le noir qui est inutile. Mais j'imagine que c'est juste parce que, tu sais, moi, je suis pris dans l'action. Par rapport à ce que Marguerite a dit au début, moi, je trouve que des fois, le format 23 minutes, il marche mieux, en fait, que le format 50 minutes de TOS. Des fois, ils ont pas grand-chose à dire dans TOS, mais ça dure 50 minutes pareil, fait que c'est long. Et là, au final, quand tu as une histoire qui avance bien, je trouve que le 20 et quelques minutes, c'est... Ah ben, c'est sûr que c'est mieux que la saison 3, quoi. Ça, la cadence me plaît plus, quoi. Mais là, je trouve que c'est... Moi, j'ai toujours trouvé ça fantastique. Puis les décors sont sublimes, quoi. Voilà. Moi aussi, hein, c'est un épisode que j'apprécie beaucoup. C'est un Et épisode qui est toujours dans mon esprit, quoi. Quand je pense à TAS, il fait partie des épisodes qui est là, quoi. Thierry, t'allais dire un truc. Oui, moi je l'ai revu. Oh, c'est de la merde. Ah. Tu l'as revu à la baisse? À la hausse, en le revoyant. Parce que vraiment, mes souvenirs de cet épisode étaient assez vagues. En fait, moi, quand je pensais à cet épisode, dans ma tête, c'était « Ah oui, l'épisode kitsch avec un Spock géant. » Et c'est surtout... quand tu as, tu sais, la dernière fois, quand tu as dit « Ah, j'ai hâte qu'on parle du prochain épisode, parce que je l'aime beaucoup. » Je pense que tu l'as dit hors antenne, je sais plus si c'était dans J'ai dit ça, moi. Oui. Et du coup, j'étais là, attends, quoi? Il aime beaucoup l'épisode kitsch avec un Spock géant dans ma tête. et j'avais complètement oublié tout le truc sur les guerres eugéniques, sur le Lydique, etc. Et donc, en le revoyant et en voyant à quel point c'est ancré dans l'histoire de Star Trek, à la fois dans ce qui s'est fait avant et ce qui va se faire dans la suite, et tout ce dialogue argumentatif entre Spock 2, Kirk et le docteur machin, là, je ne me rappelle plus son nom, Demiclius, Demiclius. Il a un nom chiant à dire. Stavros. C'est le point numéro 5. Stavros, truc muche machin, le plus simple, c'est de se rappeler de Stavros. C'est le point kitsch, que je trouve. Son design n'est pas... Il n'est pas beau. C'est vrai. Enfin, il est même pas intéressant, en fait. C'est juste un mec grand avec un sceptre. Pourquoi il a un sceptre? C'est un scientifique. On ne peut pas tous être beaux et intéressants. Tu sais. Tout le monde n'est pas moi. Il y a des gens qui ne le sont pas. Ouais. C'est ce que je te dis. Ok. Bien. Marguerite, une dernière chose à dire sur cet épisode, peut-être? Globalement, je crois que pour l'instant, c'est un de mes préférés, là, parce que donc c'est le 5e ou 6e de la série, je sais plus. Donc j'en ai vu 5, 6. Voilà. Et pour l'instant, je crois que c'est mon préféré. Bon, c'est vrai aussi que ça aide le fait de... Voilà, je savais que j'allais en discuter, que j'allais partager ça aussi. Donc c'est sûr, ça aide aussi un petit peu à remonter la note. J'ai toujours du mal avec le côté dessin. C'est toujours difficile. Par contre, voilà, en fait, ce que j'ai vraiment aimé dans cet épisode, j'en ai déjà parlé, c'est l'univers, quoi. Mais ça, je pense que c'est un peu ma déformation professionnelle parce que, en tant qu'autrice, c'est ça qui m'a sauté aux yeux, quoi. C'est le fait qu'ils ont vraiment cherché à approfondir les espèces et à le rendre crédible, quoi, à le rendre par des petits détails, des petites choses qui tout de suite nous font dire, bah oui, c'est chouette, quoi. Donc, par exemple, l'humain, finalement, on se demande un peu pourquoi il est géant. Mais l'idée d'en mettre un géant, c'est pareil, ça rajoute encore à l'ambiance et à l'univers, plutôt que d'avoir mis un humain normal. Donc voilà, non, c'est vraiment l'univers qui m'a marqué. Et si tu cherches bien, j'avais vu, et ça je le sais parce que je viens de relire mon commentaire de 2018,
j'avais vu des cosplays de Philosien à Las génial. Vegas Trop bien. de 2018, mais je ne me retrouve pas. Et là, je viens de vite fait chercher, j'ai pas retrouvé. Par contre, crois-moi, des fois, ça améliore la note d'analyser en sachant qu'on va en parler. Parfois, ça désaméliore la note assez grandement. Il y a des moments où c'est l'inverse. Bah, écoute, merci beaucoup. Si personne n'a rien d'autre à ajouter, je m'apprête à clore cet épisode avec un magnifique Soulou qui nous fait un clin d'œil. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence, écoute, visionnage. À bientôt, Sean. À bientôt. Merci encore. À bientôt, Thierry. À bientôt. À bientôt, Marguerite. Avec plaisir. Et à très bientôt à toutes et à tous. Ciao. Salut. Hop là.